voulez changer le monde dans de bonnes ondes? Suivez le flow pour rester à flot. Et ici c'est Kat, bienvenue dans notre monde, le nôtre, mais en mieux. Je vous dis à tout de suite. Le rugby est né en 1823, en Angleterre, lors d'une partie de football. Et la légende raconte que William Webb Ellis, un joueur, fit naître le rugby en serrant si fort le ballon rond dans ses bras que celui-ci en devint ovale. Poétique, n'est-ce pas ? Poétique et tellement en phase avec les valeurs de ce sport et le don de soi, entre autres, qu'il requiert. Lorsqu'un joueur fait une passe, les mains, dans leur positionnement et leur ouverture, offre le ballon au coéquipier. Un vrai geste de coopération solidaire. Le rugby transmet beaucoup de valeurs en lien avec la vie quotidienne pour être, selon moi, équilibré dans sa vie et ouvert à la vie. Pour parler collectif, j'ai invité un passager à bord, Julien Lahirle. Julien est né avec un ballon de rugby dans les mains. Ballon transmis par son père, Serge Lahirle, joueur du Stade Toulousain de 1975 à 1990, puis entraîneur de rugby à 15. Julien a été joueur et champion de France Cabros et s'est dirigé vers une carrière d'entraîneur suite à une grave blessure en 2005. Il est actuellement entraîneur des avants et de la défense au sein du club de Bordeaux-Bègles. Julien est un homme humble, bien ancré à la terre, qui possède une grande force de caractère que j'apprécie beaucoup et qui est pleinement engagé dans ce qu'il fait. Julien va nous raconter ici le rugby à sa manière en nous parlant de cette double transmission, sportive et paternelle, en nous parlant de son parcours également. Il va nous partager les valeurs que le rugby véhicule et qui, de mon point de vue, sont riches d'enseignements. Coup de sifflet, c'est parti. Hello Julien. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec comme donc je le disais dans l'intro, le rugby pour toi c'est une histoire de famille. Il fait partie de ton ADN. C'est difficile de te dissocier du rugby. Ah oui. Peux-tu nous raconter du coup ton parcours par rapport au rugby, ton parcours familial, mais aussi en tant que joueur? Ouais, bien sûr. C'est sûr que je suis né dans le rugby. Mon père étant un ancien joueur entre guillemets professionnel, puis surtout entraîneur. Depuis le plus jeune âge, j'allais au stade alors que j'avais à peine 2 ans. À l'âge de 6 ans, je regardais les matchs de rugby pour raconter à ma mère à la fin du match qui avait discuté tout le match avec ses copines ce qui s'était passé, donc forcément il fallait que j'ai un œil très analytique dès le plus jeune âge. Non, voilà, ma famille joue au rugby, mon oncle joue au rugby, mes cousins jouent au rugby, mon frère joue au rugby. Voilà, donc c'est sûr que je suis né dans le rugby. J'ai fait mes classes dans le rugby puisque je suis rentré au Stade Toulousain, au centre de formation de Colomiers dans un premier temps, puis du Stade Toulousain après. Donc déjà, dès l'âge de mes 17 ans, j'ai lié mes études au rugby. J'ai fait un choix à l'âge de mes 19 ans de lier ma carrière professionnelle au rugby puisque je souhaitais au début faire des études plutôt dans le médical, kiné, ostéopathe. D'accord. Et finalement, pour rentrer au centre de formation du Stade Toulousain, j'ai pris la décision de faire un BTS management des unités commerciales. Ouh. Dans le management. Ouais. Non, voilà, donc ce choix-là me permettait de rentrer au centre de formation du Stade Toulousain, puis de pouvoir vivre de ma passion qui était le rugby et essayer de tenter une carrière de joueur professionnel. Donc tous ces choix font que voilà, c'est sûr que les choix de vie que j'ai fait aujourd'hui sont liés au rugby. Et puis après, il y a eu cette blessure que j'ai connue à l'âge de mes 20 ans, 19-20 ans, dans cette année-là, en 2005. Et font que
tous mes rêves de joueur professionnel se sont envolés ce jour-là. Ouais, je me doute bien. Donc voilà, bon, après... Alors, j'ai 2 questions pour revenir juste à ton enfance. Comment tu percevais le rugby enfant? Qu'est-ce que ça t'a apporté en tant qu'enfant? Ouais, disons que En dehors de la sphère familiale, parce qu'il y a une vraie histoire de transmission par rapport au rugby dans ta famille. Bien sûr. Mais après, qu'est-ce que ça t'a apporté? En tant qu'enfant, disons qu'on n'a peut-être pas l'esprit que j'ai aujourd'hui, mais en tant qu'enfant, c'était surtout le côté émotionnel dans le fait que j'étais avec les copains. Déjà, de se construire un cercle d'amis, parce que ce cercle d'amis, il était aussi viable quand j'allais à l'école que quand j'étais au rugby. De construire finalement... peut-être un certain niveau social au sein de mon école, parce que j'étais finalement le fils de Serge Lahirle, joueur de rugby, joueur de rugby, qui voilà, j'étais sélectionné en Armagnac Bigorre, donc j'avais ce statut-là au sein de mon école, qui fait que peut-être j'avais un niveau social qui était important. Grâce au rugby. Grâce au rugby, bien sûr. C'est un vrai lien social. Voilà, un vrai lien social. J'étais capitaine de mon équipe, j'étais leader dans mon équipe, ce qui fait que j'étais peut-être leader à l'école, ou peut-être c'était parce que j'étais leader à l'école que j'étais leader au rugby. Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que ça m'a donné un certain statut social, parce que sur le terrain, j'étais bon dans ma catégorie, mais en tout cas j'avais de l'importance sur le terrain, et donc ouais, ça m'a donné un certain lien social. Et après, ça m'a apporté aussi le fait de dire que le rugby, je le voyais par rapport à mon père, forcément. Mon père, il était joueur de rugby, il a marqué un essai en finale, il a été entraîneur avec des titres. Donc moi aussi, je voyais ce lien social, comment les gens regardaient mon père, tout ça. Et au final, à une petite échelle, je vivais ça avec mes générations à moi, quoi. Ouais. Donc il y a ce côté social, mais il y a aussi ce côté aussi de il y a une barre de reconnaissance quand même. Disons que tu t'es vraiment construit dedans, en fait, aussi, c'est ça. Ouais, bien sûr. Il y a le regard de l'autre aussi. Il y a le regard de l'autre, quoi. C'est quand j'étais à l'école, tu peux avoir des enfants qui sont des fois de côté, qui n'ont pas trop de lien social, qui sont un peu délaissés, Moi, je vivais pas du tout là-dedans. Voilà, oui, c'est vraiment le rugby comme vecteur de lien social pour toi. Bien sûr. Et puis en plus, j'avais la chance d'être dans un petit village, quoi. J'étais pas dans une grande ville comme Toulouse ou comme... Ça t'a donné de la confiance aussi, enfant? Le fait d'être capitaine, tu parles beaucoup de ça, le fait d'être capitaine de ton équipe, le fait d'avoir une forme de reconnaissance à l'école. Disons que la confiance, elle était déjà là, c'était ancré. Ça m'a donné de la confiance, c'est sûr. Parce que le regard des autres était celui-là. Mais aussi, ça m'a donné de l'importance, dans le sens que je me disais que j'étais important pour les autres, donc il fallait que je sois là pour les autres, il fallait que... Donc déjà, dès mon plus jeune âge, j'avais ce côté transmission. Finalement, il est arrivé très tôt, parce que quand tu es capitaine jeune, tu as ce côté de transmettre, tu sais que tu as un statut important, que tu es regardé de façon importante par rapport aux autres, et tu as envie d'être bon pour les autres, de donner pour les autres. Tu as relayé un peu ce qu'a fait ton père avec toi par rapport au rugby vis-à-vis des autres, alors finalement? Oui, après, non. Non, okay. En fait. Non, parce qu'en fait, j'ai eu une relation... Mon père, il nous a fait vivre son rugby tout le temps. Moi, j'ai adoré, je veux dire, je montais à Paris voir les finales du championnat de France, je passais un week-end à Paris, en famille. Donc, il nous a beaucoup donné de ce que lui vivait, mais il n'a jamais voulu être là pour développer notre apprentissage du rugby. Et il l'a fait parce qu'en fait, mon père, paradoxalement, il n'a jamais voulu qu'on fasse du rugby. Lui, mon père, c'était ancré pour lui, il fallait qu'on fasse ce qu'on aime. D'ailleurs, j'ai fait du basket avec mes cousines, j'ai fait du judo, j'ai fait du foot, j'ai fait de la musique, voilà, j'ai eu la chance d'être dans une famille qui a voulu qu'on se développe, qui nous a donné beaucoup de choses. Ils nous ont fait faire beaucoup de choses et on choisissait ce qu'on voulait faire. Et mon père jamais a voulu que je fasse du rugby. Alors pourquoi tu t'es dirigé, toi, vers le rugby ? Parce que finalement, en vivant ce qu'il vivait, entre guillemets, lui un peu, j'avais envie de vivre ce partage-là, cette reconnaissance-là, cette ambiance-là, cette émotion. Enfin, moi, mon père, quand je voyais comment il était avec ses joueurs, avec les gens, les supporters, le public et tout, ce côté humain, ce côté... entre guillemets fraternel qu'il pouvait y avoir. Moi, quand je passais des fois des journées entières au Stade Toulousain, en étant gamin, à voir mon père comment il fonctionnait avec les joueurs, avec les dirigeantes, la vie qu'il y avait au sein de... C'était une famille, quoi.
C'était vraiment une famille. J'adorais ça. Et j'ai peut-être pas choisi le rugby parce que c'était le rugby. J'ai choisi le rugby pour tout ce qu'il y avait à côté, quoi. Les en fait, quoi. valeurs et tout ce que ça pouvait transmettre. Ouais, voilà, exactement. D'accord. Donc après, effectivement, tu as suivi ton parcours jusqu'à un certain niveau. Et puis là, la blessure, la bascule finalement. Comment tu as pu gérer ça ? Comment tu as géré ça ? Comment, du coup, l'idée de devenir entraîneur t'est venue ? C'était une évidence ou il a fallu vraiment faire preuve de résilience par rapport à ce parcours de joueur aussi, parce que c'est mettre une croix sur ce que tu aimais faire aussi, parce qu'être sur le terrain en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, c'est pas la même chose. Ah non, c'est pas pareil. Non. Toi qui as pratiqué les deux. Disons que cette blessure, d'abord, elle m'a changé physiquement. J'ai pris 30 kilos, donc donc ça pique. Ouais. Non, mais disons que cette blessure, elle m'a rien apporté concrètement si j'y repense au début. En tout cas, quand tu es sur un lit d'hôpital et tu ressens un vrai coup, et là, qu'on le te coup dit fatal. qu'aujourd'hui, tous tes rêves et tout ce que tu construisais, parce que moi, au final, quand je suis parti de mon petit village pour aller à Toulouse, au final, c'était pour vivre du rugby, faire du rugby. Et ma passion, c'était le rugby. Et j'avais envie vraiment de percer là-dedans, peut-être pour suivre les traces de mon père aussi. Oui. Mais aussi parce que tu avais je trouve pas le mot. Tu avais complètement adhéré à ce qu'il y avait autour du rugby. Ouais, oui. Il y avait le rugby, le jeu, et puis toute l'ambiance, tout ce que le rugby apportait à côté aussi. Ouais, bien sûr. Mais bon, le jour où c'est arrivé, ça a tout coupé, quoi. Donc là, la vie entre guillemets s'arrête un peu. Alors après, c'est là où j'ai été plutôt bien entouré, que ce soit par ma famille, que ce soit aussi par le Stade Toulousain où je travaillais, qui finalement m'a gardé dans la structure, m'a embauché au niveau du centre de formation en tant que salarié, pour continuer à essayer parce que j'étais en formation aussi à côté avec ce BTS. Après, si tu veux, voilà, moi j'avais une grosse passion pour l'informatique. J'ai réussi finalement au fil des mois, malgré la déprime que je pouvais ressentir à l'âge de 19 ans. Ouais. Parce que aussi, on ne peut pas enlever le regard que portent les gens sur nous. Et j'étais un joueur du Stade Toulousain. Ouais. Qu'on le veuille ou non, j'étais un joueur du centre de formation du Stade Toulousain. Et dans mon cercle d'amis qui était extérieur au rugby, forcément, j'avais ce statut-là. Et ce statut, tu fais un tri. Hein. Tu fais un tri dans ton téléphone parce que c'est là où tu sais les gens qui sont là pour toi et les gens qui sont pas là pour toi, quoi. Donc très tôt dans ma vie, ça m'a permis d'apprendre à comment fonctionnaient certaines personnes. Ouais, voilà, comment fonctionnait le genre humain, je dirais. Alors, peut-être pas tout le monde. Donc mais non, pas tout le monde, parce qu'il y a deux catégories. Il y a celles qui sont là quand t'es plus rien et que t'es pas bien et que t'as besoin de ces gens-là, et puis il y a ceux qui sont pas là parce que finalement du jour au lendemain t'es plus. T'as plus le statut t'as en plus fait. Ce statut-là, voilà. Donc j'ai découvert à mes dépens très tôt, très jeune, mais voilà, ça m'a permis à me construire, peut-être à construire une carapace plus importante, à me fier aux gens différemment, à m'endurcir aussi. Et à côté de ça, savoir qu'il y avait des gens qui étaient là pour t'épauler, pour t'aider. Ma famille, j'ai dit tout à l'heure, le Stade Toulousain. Donc finalement, petit à petit, ces gens m'ont aidé et je me suis construit dans d'autres choses en restant dans le milieu du rugby. Donc je suis devenu analyste vidéo pendant très longtemps. Ça, c'était combien de temps après ta blessure ? De suite, en fait, quand le centre de formation du Stade Toulousain m'a embauché, mon père était entraîneur d'équipe première. Mon père m'a pris sous son aile comme analyste vidéo, qui était un milieu que personne connaissait, qui était un métier qui n'était pas du tout connu, que personne faisait en fait. Dans le rugby ou dans le rugby sports, dans le rugby. Ouais. Donc en fait, je suis devenu analyste vidéo pour l'équipe première du Stade Toulousain en fait. D'accord. Et pour mon père dans ce secteur-là. Donc ils ont créé un nouveau poste par rapport à ça et voilà, donc je me suis développé là-dessus, ça m'a permis de me construire dans mon rugby et finalement de construire de ce rugby-là, ça m'a beaucoup aidé dans mon métier d'entraîneur aujourd'hui. Et au fil du temps, au fil des années, je suis devenu analyste vidéo pour Colomiers, pour l'équipe nationale de Roumanie, pour l'équipe nationale pour l'équipe de France. D'accord. Des moins de 20 ans. Donc j'ai eu beaucoup de choses, j'ai participé à 2 Coupes du Monde, des moins de 20 ans, en Argentine, en Italie, j'ai fait tournoi destination, en Écosse, en Angleterre. Ça t'a amené à vivre finalement des choses encore plus incroyables qu'en tant que joueur finalement. Ouais. Parce que tu as voyagé, tu as découvert différents clubs d'un autre point de vue en fait, tu t'es pu positionner de la même manière. C'est ça. Disons que après j'étais un gamin de 20 ans, donc en fait je faisais des choses, je entre guillemets coaché, parce que je suis devenu coach au centre de formation à Colomiers, je coachais des gamins qui avaient mon âge en fait, quoi.
Donc voilà, mais ce qui est sûr, c'est que... T'as refait la même chose qu'à l'école. Ouais, c'est ça. Bah après, je pense que j'ai toujours été un peu Leader. prédisposé à être leader, à être coach, À emmener les troupes en fait, enseigner, vers un ouais, but, peut-être. commun. J'ai toujours aimé ça. Mais comme je dis toujours, je pense qu'aujourd'hui, j'ai vécu des choses en tant qu'analyste, entraîneur, que j'aurais jamais vécu en tant que joueur, parce que je suis pas sûr que j'aurais fait une carrière comme ça en tant que joueur. Ouais. Voilà. Donc peut-être que voilà, aujourd'hui, de toute façon, je pars du principe que ce que tu es aujourd'hui, c'est tout ce que tu as vécu. Donc cette blessure m'a amené à ce que je suis aujourd'hui, quoi. Donc finalement, c'est pas une si mauvaise chose. Mais Sur le coup, à l'âge de 20 ans, on le voit pas comme ça, quoi. c'est certain, mais de toute façon, quand une bombe arrive sur sa vie, on se demande pourquoi moi. Ouais, je pense bien que sûr. ça, c'est très Bien humain sûr. et je pense que c'est Puis pour le tout monde s'arrête, pareil. quoi. Complètement, parce que le s'arrête, monde fonctionnait d'une certaine manière et au bout d'un moment, la vie te dit stop et tu es obligé de te réinventer. Mais c'est une grande force aussi de pouvoir le faire aussi jeune. Oui. Parce qu'il faut quand même avoir cette capacité, comme je disais, de résilience, de pouvoir rebondir et de ne pas se laisser plomber. Il y en a beaucoup, des jeunes sportifs qui sont voués à une carrière prometteuse dans le sport pro, qui se blessent et Ouais, bien sûr. ils ne pensent pas à l'après, ils n'arrivent pas forcément à se relever de ça parce qu'ils n'ont vécu qu'à travers le sport et le fait de devenir joueur professionnel. Après, il faut avoir cette capacité-là et puis je pense qu'il faut être entouré pour aussi. Moi, je sais qu'aujourd'hui, on va pas se mentir à dire, mais c'est sûr que porter le nom Lahirl m'a considérablement aidé aujourd'hui à en arriver là où j'en suis. C'est-à-dire qu'à l'âge de 20 ans, le réseau qu'avait mon père m'a permis de rebondir à Colomiers. Alors après, certes, le travail que j'ai fait à Colomiers m'a permis via ce réseau-là de mon père d'aller vers l'équipe nationale de Roumanie, l'équipe de France aussi des moins de 20 ans, c'est sûr, parce qu'il y avait ce travail que je faisais derrière. Mais voilà, aujourd'hui, j'aurais été quelqu'un... Mon père n'avait pas ce réseau. Le jour où je me suis fracturé les cervicales, j'aurais juste fini mon BTS et il aurait fallu que je change de voie et que je parte ailleurs parce que j'aurais pas eu la chance de rentrer dans le milieu du Stade Toulousain, de l'équipe première du Stade Toulousain, et j'aurais pas eu la chance de rebondir à Colomiers derrière parce que c'est le réseau de mon père qui m'a permis d'en arriver là aujourd'hui. Donc voilà, je pense que l'entourage, ce lien, cette famille du rugby... Il y a une filiation de toute façon au rugby. Exactement. Au-delà des Lahirl, il y a vraiment une filiation au rugby dans votre famille c'est un port d'attache. Ouais, tout à fait. Chez vous. Ouais, tout à fait. Pour en venir après aux valeurs du rugby, la pratique du rugby implique un véritable engagement vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. D'ailleurs, on en a parlé lors d'un appel téléphonique qu'on a eu tous les deux, le fait de se battre à l'unisson pour un projet commun. Donc l'engagement est un mot fort. Est-ce que c'est le maître mot pour toi de ce sport, qu'il faut retenir de ce sport, l'engagement? Ouais. L'engagement, ça en fait partie, je pense qu'il n'y a pas que ça, mais du coup tu vas nous parler de ta vision du rugby dans son essence. Bien sûr, l'engagement il est capital, mais bon, l'engagement je dirais aujourd'hui c'est un fait de société et on va pas y venir, mais beaucoup de problèmes de société viennent du fait que les gens n'osent pas s'engager. Mais l'engagement est capital parce qu'aujourd'hui on rentre dans un projet qui implique beaucoup de personnes et finalement s'engager autour d'un projet, c'est s'engager vis-à-vis de joueurs, vis-à-vis d'entraîneurs, vis-à-vis de dirigeants, vis-à-vis de salariés. L'engagement il est juste capital, mais comme aujourd'hui je me suis engagé dans la volonté de faire un interview avec toi et d'aller jusqu'au bout de ça. Donc mais c'est pareil pour moi. C'est pas le rugby, c'est les valeurs de vouloir donner et de donner jusqu'au bout. Ça va peut-être plus loin dans le rugby parce que finalement on est dépendant sur un terrain de rugby juste des 14 mecs qui sont à côté de nous. Après, tu as le choix ou pas d'y aller. Tu as le choix. C'est un choix premier à la base. Bien sûr. Mais surtout, c'est important que ça soit un choix parce que ça reste quand même beaucoup de sacrifices, énormément de sacrifices, que ça soit par le temps que ça demande, par l'investissement que ça demande. Cet investissement, il nous touche à nous, sportifs, mais il touche aussi l'entourage, la famille, femmes, enfants, parents. Donc bien sûr que c'est une volonté de s'engager. Et aujourd'hui, je sais que moi, ce qui a fonctionné de mon expérience quand j'étais à Angoulême en tant que manager, ce qui a fonctionné, c'est réussir de fédérer des joueurs autour d'un projet. On n'était pas le plus gros club, on n'avait pas la plus grosse masse salariale, on n'était pas le club le plus structuré.
Donc il fallait qu'on se démarque par un projet, un état d'esprit, la façon que les joueurs avaient entre eux de se fédérer, de se lier, cet esprit de et ça, solidarité. c'est possible dans le respect des règles, de valeurs aussi partagées, communes. Bien sûr. Parce que l'engagement, c'est le socle aussi, ouais, quelque part. Mais moi, l'engagement, pour moi, c'est facile de s'engager dans un projet. C'est très facile de s'engager dans un projet. Mais pour moi, s'engager dans un projet, c'est pas à l'instant T. C'est quand tu arrives au bout de 3 ans de ton contrat, est-ce que tu es toujours aussi engagé? C'est ça la vérité. Oui, c'est d'aller jusqu'au bout, comme tu l'as souligné. Voilà, exactement. Et moi, aujourd'hui, quand je vois que, par exemple, à Angoulême, quand on a pris des joueurs en Fédéral 2, et qu'aujourd'hui, on avait encore l'an dernier 8 joueurs issus de la Fédéral 2 qui jouaient en Pro D2, pour moi, ces joueurs, ils se sont engagés dans un travail qui était dur, qui était compliqué. Ils auraient pu rester dans leur zone de confort, qui était de dire on est en Fédéral 1, on est bien, parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est pas l'argent qui les a fait rester à Angoulême, quoi. Donc ça, pour moi, c'est s'engager. Et je pense que l'engagement, il s'évalue plus parfois dans le dur que quand on est dans le confort, dans la facile, voilà. Ça, c'est certain. Et ça, si aujourd'hui dans notre sport de combat, notre sport d'abnégation, de don de soi, la valeur de l'engagement, signer juste par exemple, ça paraît con ce que je vais dire, mais pour moi c'était quelque chose de primordial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi mes joueurs, ils devaient s'engager en signant les règles de vie, mais je voulais que chaque joueur signe les règles de vie en bas de page, quoi. Parce qu'aujourd'hui c'était s'engager en disant droit dans les yeux au mec que pendant mes 2 ans de contrat je m'engage à respecter ça, mais pas pour moi, pour juste pour qu'il y ait une cohésion de groupe, pour que tout le monde puisse avancer ensemble sur les mêmes règles. C'est important. Pour qu'on se fasse confiance. Parce qu'aujourd'hui, s'engager, c'est pouvoir regarder droit dans les yeux l'autre et pas regarder des rétroviseurs à se demander ce qui va se passer, quoi. Ouais, complètement. Puis ça aide aussi à fédérer son équipe. Tout à fait. C'est-à-dire tu respectes tu sais dans quoi tu t'engages, tu respectes les règles de vie, les valeurs, et à ce moment-là, il y a une vraie fédération qui te permet d'aller chercher la victoire, la coupe, tes objectifs sportifs. Bien sûr. L'esprit d'équipe, oui, c'est allier ses forces pour servir le collectif. Il y a une dimension aussi extrêmement solidaire. Donc on en revient à des vraies valeurs humaines finalement. Oui, après on a une dimension de sacrifice, on en parle beaucoup, alors c'est vrai que parfois ça peut faire sourire. Moi j'aime identifier notre sport au sport de gladiateur. Oui, il faut être un véritable guerrier pour être rugbyman, qu'on se le dise. Après, un guerrier aujourd'hui c'est quelqu'un qui défend quelque chose, et on défend un territoire, quand on défend notre embut, quand on défend notre embut, on défend notre territoire. Donc ça a ces valeurs de guerrier, de sacrifice, de gladiateur, de don de soi, de dépassement. Mais une fois de plus, on n'est pas sur un sport de boxe ou de judo où on est sur du 1 contre 1, tout seul on peut y arriver. On est sur un sport où aujourd'hui à 1 contre 15 ça marchera jamais, parce qu'il y a des stratégies, il y a des techniques. Je pense par exemple à la mêlée, je pense par exemple à la touche, à ces phases de lutte qui sont très collectives. Donc si dans ces phases de lutte collective il n'y a pas cette notion de respect, il n'y a pas cette notion de solidarité, qui sont en fait dues à l'engagement que tu as pris dès le début du projet, tu ne peux pas exister. Tu peux pas exister, et donc forcément tu peux pas avoir de résultats, et l'absence de résultats, l'échec, forcément parfois conduit à cette désolidarisation et forcément à le fait que c'est un pour tous et surtout un pour un, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Donc il y a cette partie là de notre sport qui fait vraiment que cette unité prime parfois finalement des fois sur juste cette notion d'argent, cette notion de confort. Et c'est l'essentiel au final. Ouais, bien sûr. Et c'est une super base pour apprendre à vivre en société. Quand tu es sur le terrain, tu dois faire avec tes propres forces. Tu dois aussi mesurer, je pense, tes capacités et tes faiblesses. Je pense que tu peux pas arriver sur un terrain en te disant c'est bon, j'y vais. Enfin, tu vois, juste avec ton ego et ton mental. Si tu sais qu'en face de toi, tu as quelqu'un qui peut te mettre KO. Bien sûr. Je parle pas avec les bons mots parce que c'est pas un KO au rugby, mais un plaquage. Ouais. Et je pense que du coup, ça amène aussi à cette faculté de discernement, de dire j'ai un environnement, j'ai en face de moi des adversaires.
qui peuvent aussi, si je ne fais pas preuve de stratégie, me faire perdre le ballon. On voit souvent l'élément force quand on pense rugbyman, mais il n'y a pas que l'élément force, il y a le côté mental, la capacité d'analyse. Je veux dire, quand tu es sur le terrain, il faut quand même voir où sont tes coéquipiers, comment te déplacer sur le terrain, effectivement voir en face de toi qui tu as, si tu es capable de courir plus vite que cette personne, si tu es capable de le contrer. Je n'utilise pas forcément les bons mots. Après, je vais te couper, mais disons que tout ça, c'est lié à un rapport de force. C'est que aujourd'hui, plus ton rapport de force il s'équilibre, dans la densité, dans la force, physiquement je parle, plus ce rapport de force il va s'équilibrer, plus ce qui va faire la différence, c'est la stratégie, l'intelligence de jeu situationnelle, l'intelligence dans le rapport de force, être capable de jouer plus sur les points faibles que les points forts. Oui, tu as plus les mots que moi. Voilà, mais après, pour pas que ce rapport de force soit trop à l'équilibre. Oui, mais voilà, mais il n'y a pas que la force, c'est ça que je voulais souligner. Tu vois, il y a tout ce qu'il y a autour. Ouais, bien sûr. De toute façon, il y a la préparation du match avant, les mots à la mi-temps du coach, il y a les leaders, le rôle des leaders sur le terrain. Aujourd'hui, si on a un leader sur un terrain, un leader de jeu, je parle, parce que nous on identifie des leaders de combat, des leaders de jeu, il y a divers leaders sur un terrain de rugby, mais aujourd'hui si ton leader de jeu c'est juste celui qui aime mettre le plus la tête dans les rucks, il va pas à un moment donné avoir assez de recul pour te dire attends, leur force elle est là, on va pas passer l'après-midi. Donc il y a toute cette stratégie, elle vient d'où? Elle vient en amont, dans ta capacité à choisir tes leaders, à analyser finalement quel joueur est le mieux pour assembler, quel joueur est le mieux pour choisir, quel joueur est le mieux pour guider. Tout ça c'est déterminant, mais finalement est-ce que c'est pas la vie de tous les jours quoi? Aujourd'hui être dans une entreprise, c'est être en capacité de dire cette personne-là elle sera mieux pour faire le travail le plus vite possible et mieux, lui il sera mieux pour guider ces 5 personnes. Voilà, c'est stratégique. Et aujourd'hui c'est un peu ce rôle du manager, ce rôle du coach. Moi je dis toujours qu'aujourd'hui, parce que aussi ça fait très longtemps que je suis baigné dans ce milieu-là, le rugby c'est facile aujourd'hui. Il n'y a rien de compliqué. Le rugby, il n'y a rien de compliqué. Tout le monde connaît le rugby. Tout le monde sait jouer au rugby. Non, mais je parle dans mon milieu. Moi, j'y joue pas. Non, tu n'es pas coach. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas pour moi, cette partie technique, elle est facile. La partie qui est compliquée, c'est de mener les hommes. De choisir les hommes. Parce qu'on parlait tout à l'heure de s'engager dans un projet. Bien sûr que c'est important de s'engager, mais ceux qui font le projet, c'est les hommes. Et aujourd'hui, c'est quand tu engages un joueur. Moi, j'ai rencontré des joueurs, c'était rugbystiquement, c'était les meilleurs à leur poste. Les meilleurs. Mais je savais que mentalement, c'était des joueurs qui ne correspondaient pas à l'état d'esprit qu'avait mon groupe. Pas quand je suis arrivé, parce que quand je suis arrivé à Angoulême, j'ai pris les joueurs, ils étaient en place déjà, même si on a fait un gros recrutement à 50%. Mais par contre, au fil des années, j'ai recruté 4-5 joueurs, pas plus. Et que ces joueurs-là, je ne les ai pas recrutés parce que c'était les meilleurs joueurs de rugby à leur poste. Je les ai recrutés parce que c'était des bons joueurs, c'est sûr. Mais c'est surtout que dans leur état d'esprit, je savais qu'ils s'intégreraient, qu'ils apporteraient une plus-value à mon groupe, qu'ils développeraient quelque chose d'autre, mais qui serait accepté par le groupe. Il n'y a rien de pire que de recruter un joueur qui, même si c'est le meilleur à son poste, ne sera pas accepté par son groupe, parce que même si c'est le meilleur, il n'existera pas, quoi. L'état d'esprit est lié aux valeurs pour toi? Est-ce que tu relis les deux notions? Oui, bien sûr. Bien sûr, l'état d'esprit, c'est lié aux valeurs. Mais après, les valeurs, c'est quoi? Pour moi, les valeurs, c'est ce qui correspondent au projet qui est mis en place au départ. Moi, je veux dire, j'ai des valeurs, moi, qui me sont propres à moi, qui sont peut-être pas celles d'un autre coach, mais ça ne veut pas dire que je vais moins bien réussir que l'autre ou mieux réussir que l'autre. L'important, je pense, c'est que mes valeurs que j'ai moi, les 40 joueurs avec lesquels je travaille, aient ces mêmes valeurs-là. Parce que s'ils n'ont pas ces valeurs-là, ça ne fonctionnera pas. Que dans un autre groupe, les valeurs d'un autre coach, il faut que ces 40 joueurs... Pour moi, c'est ça qui fait la force d'une équipe. Parce que c'est dans les moments difficiles où tu t'en sortiras. Toujours. Oui, la valeur, en fait, est le socle. Enfin, où les valeurs sont le socle, partager le même état d'esprit pour aller... aujourd'hui, moi... S'il y a des dissensions, c'est le grain de sable dans la machine. Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous, aujourd'hui, les valeurs de l'UBB que prône Christophe Furios, qui ont été définies dès le départ, et je pense que son recrutement... Alors, c'est sûr qu'il est arrivé dans un club où il y avait déjà les joueurs qui étaient en place.
Son staff, il a amené un petit peu sa touche personnelle, mais il y avait déjà des gens qui étaient en place. Mais son travail et lui, ça a été pendant sa première année de faire adhérer à ses valeurs à lui, qui étaient solidarité, travail, engagement. Voilà. Et autour de ces valeurs-là, je sais que les gens qui ne se sont pas retrouvés, qui ne se sont pas reconnus, n'ont pas existé, quoi. Mais tu peux pas. Tu peux pas. Si toi ton rêve c'est de faire la bringue de 4 heures, de 11 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin, tu peux pas exister. Complètement. Tu peux pas exister. Voilà, après ça demande de la discipline. Bien sûr. Oui, le but c'est qu'en fait les valeurs soient partagées par le groupe, par le collectif. Et c'est comme ça qu'on avance. Si on a les mêmes, on avance dans le même sens sur un item. On en parlait tout à l'heure aussi. En tant que rugbyman, je pense que tu ne peux pas trop aller sur un terrain si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, parce qu'il ne faut pas avoir peur de prendre des coups. Ouais. Hein, on parle de guerrier, il faut quand même y aller dans la mêlée. Ouais. Si tu n'es pas passionné. Après, je ne sais pas. Je ne suis pas rugbyman et je ne pratique pas. Pour moi, il y a une nuance là-dedans. Pour que ça soit clair, c'est que les gens vont se dire qu'il faut être passionné du rugby. Je pense que tous les joueurs aujourd'hui sont passionnés de rugby. Je pense que tu peux pas faire autant de sacrifices si tu n'aimes pas ce sport-là. Et moi, j'ai connu beaucoup de jeunes parce que j'ai travaillé pendant 8 ans en centre de formation. Et tous les jeunes qui étaient là pour l'argent et la gloire, ils n'ont pas fait de carrière, en fait, quoi. Ils n'ont pas existé. Donc, je pense que aujourd'hui, à plus haut niveau, c'est-à-dire en top 14, les joueurs qui sont là aiment ce sport, aiment le rugby, que ça soit pour les valeurs, pour la cohésion, pour la solidarité, pour l'esprit de famille qu'ils ont avec les autres joueurs. Donc peu importe. Mais par contre, je pense que ce qui fait la force d'un joueur sur le terrain, c'est pas la passion. Pour moi, c'est l'adhésion à un projet, je dirais même plus loin, c'est-à-dire à une ambition. C'est qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va gagner, le maintien, le championnat, la Coupe d'Europe, etc. Pour moi, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu rentres sur un terrain et tu as envie, je veux dire, cru, mais de t'ouvrir comme un livre pour ce projet-là. Parce que moi, j'ai vu des joueurs très passionnés qui étaient dans un club où le projet leur convenait pas du tout, et sur le terrain, ils jouaient à 40% de leur potentiel. Oui, il faut qu'il y ait une belle osmose entre tout pour que ça fonctionne. Ouais, exactement. Pour moi, ça va au-delà de la passion du rugby. D'accord. Pour moi, ça va au-delà de la passion du rugby. Parce que la passion est évidente. Ouais. Est-ce que la passion est évidente? Oui. Après, moi, j'ai été passionné. J'ai toujours été passionné par le rugby. J'ai été dans des projets où j'avais aucune envie de me lever le matin pour aller travailler, quoi. Oui. Heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps. Ouais. Mais voilà, et pourtant j'étais passionné, quoi. Mais le projet, il me correspondait pas. Il me correspondait pas. J'avais pas envie de travailler jusqu'à 4 heures du matin pour ce projet-là. Il y a vraiment une projet qui est ultra forte, en fait. Oui, mais parce que ce projet, après, Alors c'est quoi, par exemple, pour que ça m'aide à peut-être imager plus dans mon esprit, c'est quoi un projet au sein d'un club? C'est quoi que tu appelles un projet au sein d'un club? Un projet au sein d'un club, pour moi, c'est ce qui est mis en place par les hommes. Et je pense que le milieu de l'entreprise est peut-être en train de changer un peu là-dedans. Un projet, pour moi, c'est ce que les hommes de terrain décident. Beaucoup de gens pensent qu'aujourd'hui, les ambitions, ce qu'on va faire sur une saison, ce qu'on va construire, c'est dicté par le manager et c'est descendant sans qu'une personne ait de dire mais moi en fait je suis pas trop d'accord. Mais ça n'existe pas, ça. Ça marche pas. Ça marche sur le court terme. Je pense que ça peut marcher sur un one shot, un match, 6 mois, une saison peut-être, mais sur la durée ça marche pas. Quand on signe un contrat de 4 ans, ça peut pas exister. Et puis comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pourquoi un joueur il irait s'ouvrir l'arcade ou se péter la cheville si à un moment donné ce pourquoi il se bat, ça lui correspond pas et il aime pas ça. Et donc aujourd'hui, je pense que le projet il est mis en avant par les hommes. Maintenant, tu dis le projet c'est tout ce qui fait l'organisation, la planification, comment on s'entraîne. Nous aujourd'hui à Bordeaux, on implique beaucoup les joueurs dans comment on va organiser une semaine. Enfin, c'est pas impliqué, mais c'est dire aujourd'hui, par exemple, bon là, on se retrouve, on joue dimanche soir et la semaine prochaine, on joue samedi soir.
Donc on a un jour de moins de récupération. Comment vous le voyez au niveau de la semaine, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça? Oui, il y a vraiment du dialogue. Bien sûr, aujourd'hui, par exemple, à Bordeaux, on a construit, Christophe a construit le Conseil des Sages. Le Conseil des Sages, ça représente 8 joueurs leaders qui pour nous représentent le groupe, où en fait on se voit une fois par mois, ça peut être une fois tous les 15 jours. Ce sont les porte-paroles, en fonction de quelque chose d'important, on peut se voir par exemple avant un gros match, dire voilà, on a besoin de ça aujourd'hui. Et c'est le dialogue en fait, mais oui, parce que aujourd'hui, servent d'intermédiaire entre le groupe et entre le staff. Alors après, bien sûr qu'à un moment donné, le manager, le staff, l'entraîneur, c'est lui qui va dire, qui va trancher, qui va dire on fera comme ça. Je connais, vous voulez ça, faites-moi confiance, on ira là-dedans. Ou bon, vous avez envie de ça, je suis assez d'accord avec vous. Mais il a une vraie capacité d'écoute. Bien sûr. Il n'est pas tout seul. Non, pas du tout. De toute façon, c'est comme sur un navire. Pour traverser l'Atlantique en pleine tempête, tu es obligé d'avoir ton équipage. Je dirais que nous, c'est encore plus important parce que nous, aujourd'hui, c'est le joueur qui se bat sur un terrain. C'est pas le préparateur physique, c'est pas l'entraîneur, c'est pas le manager. Tu as beau construire un projet, une idée de ton projet, tu veux faire ce jeu-là. Mais si tes joueurs sur le terrain, ils n'ont pas envie de le faire, ton jeu, il marchera jamais, quoi. Ouais. Si les joueurs, nous, je sais qu'en début de saison, notre projet de jeu, on l'a donné aux joueurs, on a impliqué les joueurs là-dedans. Vous en pensez quoi? Faire ça comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très participatif, en fait. Ouais, bien sûr. Après, c'est un choix. Parce que tous les clubs ne fonctionnent pas comme ça. Tous les clubs ne fonctionnent pas comme ça. Tous les managers ne fonctionnent pas comme ça. Mais ça n'enlève pas une autorité derrière, quand même. Ça n'enlève pas et puis même, je dirais que ça la renforce. Parce qu'à un moment donné, c'est de dire, mais attendez, vous êtes engagé là-dedans. C'est pas moi qui ai décidé qu'on ferait comme ça. On parlait de valeurs tout à l'heure. Nous, en début de saison, on a mis en place nos valeurs. Et à un moment, c'est les joueurs qui ont mis en place des valeurs. On a fait des petits pôles de conciliation, non, de réunion, de réflexion, d'atelier de réflexion. Ouais, voilà, d'atelier de réflexion, exactement, en disant, vous allez plancher sur comment on peut organiser les semaines, comment vous voyez le déroulement de la saison. Comme quoi tout ne se passe pas dans le corps. Enfin, je veux dire, non, tu vois, tu pourrais rester au premier niveau d'analyse en disant, les sportifs de haut niveau, voilà, ils sont sur le terrain, ils sont là ils sont pas forcément participatifs dans la stratégie de groupe, alors que ce n'est pas le cas. Non, et c'est pour ça que vous arrivez aussi à atteindre vos objectifs. Alors, je pense, toi, tu as quand même pas mal de bouteilles dans ce domaine-là. En tant que coach, je pense que tu as pu le pratiquer dans différents clubs, de voir effectivement que plus tu fédères, plus tu as de résultats aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'au final, moi, je l'ai vu où j'étais dans un club où on avait quand même... quelques difficultés, je te l'ai dit tout à l'heure, on n'avait pas. Je parle forcément d'Angoulême parce que j'ai plus d'expérience, j'ai fait 6 ans à Angoulême, qu'à Bordeaux je viens de faire qu'une année, donc j'ai moins de recul par rapport à tout ça. Mais bon, à Angoulême, moi j'ai eu des merdes financières, on s'est retrouvé avec des merdes administratives, des joueurs qui parfois étaient dans la galère contractuellement parlant, des trucs. Mais toutes ces galères que tu vis, si à un moment donné t'as pas un groupe comme ça, personne ne le voit, mais j'ai le point fermé, donc c'est-à-dire fort, une équipe serrée. Au moment où tu rentres dans ces galères, tu n'en sors jamais. Ouais. Et quand tu es dans ces galères-là, tu ne peux pas avoir de résultats. C'est parce qu'en fait, tout le monde se regarde du coin de l'œil à attendre que l'autre fasse pour l'autre et ça ne marche jamais, quoi. Personne n'a envie de se donner pour l'autre et encore moins pour le manager. Donc, quand tu pars là-dedans... Tous dans le même bateau. Voilà. Quand tu pars là-dedans, c'est mort, quoi. On est d'accord. Et je pense que c'est en ça que le rugby transmet de beaux messages et de belles valeurs en ce qu'il porte en lui. Justement, même par rapport au contexte actuel, ça on en parlait aussi tout à l'heure, sociétalement parlant, tu parlais des entreprises, je pense que c'est clair. À un moment donné, pour faire fonctionner une entreprise, il faut remettre tout le monde au même niveau et le côté hiérarchique, moi, ça me parle pas trop personnellement, mais je pense que tu as tout à fait raison parce que du coup, ça engage encore plus de participation. Tout le monde se sent acteur dans le projet. Tu n'es pas là juste en tant qu'exécutant par rapport à des règles qui sont édictées et qui parfois ne te correspondent pas. Donc je pense qu'en ça, il y a de belles choses à retenir du rugby. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Julien ? Non, je suis bien, ça va. Il fait beau, on est encore en extérieur. Non, mais après je pense que c'est exactement ce que tu dis. Aujourd'hui, je pense que notre sport doit nous permettre de renforcer ces valeurs-là, mais c'est surtout de les transférer peut-être à ce monde de l'entreprise, que ça soit transmettre dans l'implication. Je pense qu'aujourd'hui, impliquer les gens, c'est responsabiliser les gens. Alors je sais que
On rencontre parfois tu prêches une convaincue. Non, mais on rencontre des nouvelles générations qui aujourd'hui n'aiment pas ça. Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé en centre de formation. J'ai rencontré des jeunes aujourd'hui. Être responsable de quelque chose, c'était la panique. C'était la panique à bord. C'était qu'aujourd'hui, il fallait que il y avait peut-être un problème de soit... confiance aussi. Est-ce qu'ils avaient... non, pas forcément, parce qu'aujourd'hui, responsabiliser les gens, ça envoie un signal en disant si tu te trompes, c'est aussi de ta faute. Attention, c'est pas... Aujourd'hui, c'est pas de dire je me suis trompé, mais c'est toi qui me l'as dit, c'est pas moi. Moi, j'y suis pour rien, moi, je suis pas responsable d'eux. Et aujourd'hui, il faut avoir la force de caractère de l'accepter, ça. Oui, et est-ce que nos nouvelles générations travaillent là-dedans et sont formatées là-dedans? Je sais pas. Après, est-ce qu'il y a vraiment que les nouvelles générations qui fonctionnent comme ça? La notion de responsabilité, moi j'en parle souvent au sein de notre monde, je pense qu'elle est absente de beaucoup de fonctionnement humain aujourd'hui. Les gens ne prennent pas forcément leurs responsabilités. Ouais. On va toujours se dire c'est pas notre faute, c'est la faute du chef de l'État, c'est la faute de notre patron, c'est la faute de notre épouse, de notre mari, de nos enfants. On ne reprend pas cette notion de responsabilité. Initialement, on cherche cette notion de facilité. Quoi. Mais c'est pas plus facile de pas prendre sa responsabilité parce qu'au final on se le reçoit en effet boomerang. Ouais, mais on n'est pas responsable de l'échec. Et pas être responsable de l'échec, c'est quand même vivre plus facilement pour certains. Je sais pas, sur du court terme certainement, peut-être. Sur du long terme ça te rattrape. Parce que les échecs, c'est la problématique française. En France, t'as pas droit à l'échec. T'échoues, tu deviens insignifiant. Aux États-Unis, par exemple, on va te dire si t'as pas échoué, t'as pas réussi. Oui. Parce qu'en fait, l'échec t'apprend beaucoup et on ne peut pas être parfait du premier coup. Bien Je veux dire, même en tant que joueur, tu fais tes armes sur le terrain. Il y a des moments où t'es bon, des moments où t'es pas bon. Tout dépend de ton état d'esprit du jour. Tout dépend de ton état de forme physique. Il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Par contre, une fois que t'es tombé à terre, l'important c'est de se dire mince, pourquoi je suis tombée à terre? Savoir cette capacité de résilience pour pouvoir aller plus loin. Parce que des échecs, tout le monde en vivra. Et si tu vis dans le déni de non, c'est pas ma faute, c'est la faute du voisin, ou j'ai échoué, mais là, trouver des fausses excuses, tu ne progresseras jamais. Après, chacun voit midi à sa porte. Tout le monde ne cherche pas forcément à évoluer, mais je pense que quand tu cherches à être plus heureux, il faut aussi retirer ce qu'il y a de bon dans l'échec et dans des fois les mauvaises routes qu'on a prises, parce que tout le monde en vit, clair, ou des cassures de vie comme tu as pu le vivre lors de ta blessure. Après, la notion de responsabilité, elle est très forte et je pense que tu fais bien de la souligner parce qu'elle a toute sa place même dans cette interview par rapport à la notion ne serait-ce que d'engagement, de fédération. Sans cette notion de responsabilité, chacun prend sa responsabilité. Je m'engage, mais ça ne va pas sans cette notion-là. Tout à fait. Ouais. Donc voilà. Merci Julien. Avec plaisir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour ton partage. C'était très intéressant. À très vite. Merci, à très vite. Petit aparté, cet épisode a été enregistré en extérieur et a capté quelques rires peut-être incompris de votre part. Mais entre passage des tracteurs, passage des passants et le vent, l'enregistrement est à l'image de la spontanéité du moment. Pour jouer collectif, peu importe le terrain de jeu, qu'il soit sportif, familial, sociétal, nous pouvons retenir de cette belle conversation que le plein engagement de chacun des acteurs est primordial. Et comme souligné par Julien à la fin de notre échange, jouer collectif implique également une forte notion de responsabilité individuelle. Chaque membre d'un collectif se doit d'être honnête envers lui-même d'abord. Chacun doit donc connaître ses forces et ses faiblesses pour occuper le terrain à sa juste place, afin d'offrir le meilleur de lui-même au sein de cette dynamique. Un groupe sportif, une entreprise, une famille, dont la solidité se construira dans un climat de confiance autour de valeurs partagées et autour d'un objectif commun. Et pour aller plus loin, comme je dis souvent, avec foi, force et courage, tout est possible. Ce n'est pas un seul homme qui pourra faire de ce monde un monde meilleur, mais le collectif des hommes. Jouons ensemble la carte du renouveau. Let's go.
Retrouvez les infos et les liens utiles sur le blog de Notre Monde sur catcreate.fr et sur Instagram sur catcreate9. Notre Monde, ce sont des épisodes simples à écouter, des émissions rythmées pour mieux se les approprier et pour mieux les utiliser. Pour aider Notre Monde à lui donner une plus grande visibilité sur les ondes, n'oubliez pas de noter le podcast, de le partager et de vous abonner. Merci à vous et à très bientôt. So you know it's good. It's quite pungent. Oh, yeah. It stings the nostrils. In a good way. Yeah. Brian, I'm gonna be honest with you, that smells like pure gasoline. 60% of the time, it works. Every time. That doesn't make sense.